On signale chaque année environ 1 million d'observations d'OVNI. La plupart ont une explication très simple, mais 5% d'entre elles demeurent inexpliquées. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Dans une... Les ouvriers agricoles Pedro Saucedo et Joe Salaz rentrent chez eux après une soirée entre amis. T'es sûr de vouloir rentrer, Pedro? Ouais, tu sais bien qu'au bout d'une bière, j'ai déjà envie de dormir. Laisse-moi conduire, alors. En rêve. Pedro et Joe travaillaient dans la même ferme. C'était un samedi soir. Ils étaient sortis à Leveland pour la soirée et ils rentraient chez eux. À Leveland, au Texas, tout est absolument plat. C'est une vaste plaine. Hé, aide-moi à garder les yeux ouverts. Tu veux que je chante? Non, je veux que tu me tiennes éveillé, pas que tu me rendes fou. Quand ils ont quitté Leveland, ils sont partis vers l'ouest sur la route 115. C'est relativement isolé et sombre. Ils étaient certainement seuls sur la route. J'ai dit à Velasquez de se méfier parce que le chef ne peut pas le sentir. Et tu crois qu'il m'aurait écouté? Bien sûr que non. Il n'écoute jamais rien. Tais-toi, Joe. Pedro et Joe ont vu une lumière vive. Ils ont tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. C'est quoi? Je sais pas. C'était trop lumineux pour être une planète ou une étoile. À mesure que la lumière approchait, ils ont vu qu'il s'agissait d'un objet, et il était de forme arrondie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, Pedro, ça vient directement vers nous. Joe, calme-toi. Pedro et son ami ont commencé à avoir très peur. L'objet approchait et grossissait. Ils voulaient quitter la route, mais juste à ce moment-là, C'est devenu très étrange. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Elle refuse de redémarrer. Le moteur s'arrête, les phares s'éteignent. ils étaient dans l'obscurité totale. Ils ne voyaient que l'objet qui venait vers eux. Allez, démarre! Je comprends pas, ça marche pas. Cet objet, cette lumière, se dirigeait vers eux. Il était énorme. Pedro, regarde, il est juste là. L'étrange vaisseau se trouve maintenant au-dessus de la camionnette à l'arrêt. Reste là, Pedro! Non! Pedro se demandait si on l'attaquait, si c'était personnel. Sur une route isolée du Texas, Pedro Saucedo et Joe Salaz se retrouvent nez à nez avec un étrange objet lumineux. Au même moment, leur véhicule tombe en panne. C'est très fréquent dans les histoires d'OVNI que les témoins parlent de véhicules qui ne fonctionnent plus correctement. Donc le récit de Pedro et Joe correspond tout à fait à ces autres témoignages. Sors de là, Joe. Sors de là. Pedro, non! Pedro part en courant pour sauver sa peau. Pedro! Il sort du camion pour se protéger. Joe Salaz reste à l'intérieur. Il est pétrifié, incapable de bouger. Alors que Pedro est tapi dans l'ombre, l'objet semble être à sa recherche. La lumière devient très puissante, à tel point qu'il a du mal à la regarder. Il y a du vent, une espèce de force qui émane de l'objet. Pedro sent de la chaleur.
Il entend un bruit d'hélice et il sent un souffle d'air qui serait comme expulsé par un moteur. Si on cherche une explication rationnelle, on peut s'imaginer que c'est un appareil avec une sorte de moteur qui dégage beaucoup de chaleur et un souffle puissant. Autrement dit, un réacteur. L'objet repart ensuite à travers le ciel, à très grande vitesse. Aucun engin n'est censé voler aussi vite à cette altitude. Pedro a estimé sa vitesse à près de 1000 km/h. Lorsqu'il s'est relevé, l'objet se déplaçait déjà très vite. Il s'éloignait très rapidement. Ils l'ont vu disparaître au loin. C'est parti? Oui, Mais qu'est-ce que c'était? je sais pas. Monte vite. Une fois l'engin au loin, le camion se remet à fonctionner. Le moteur a démarré et le système électrique fonctionnait. Les phares se sont allumés, le moteur tournait et ils ont pu reprendre la route pour rejoindre un endroit plus sûr. Ils ont roulé jusqu'au téléphone le plus proche et ils ont appelé le shérif de Leveland. Pedro, j'ai peur que ce truc revienne. Il faut qu'on y aille. On doit prévenir quelqu'un. Qui ça? L'armée? La police! Que puis-je pour vous? Allô, bureau du shérif? Oui, monsieur. Je voudrais vous signaler quelque chose qui s'est passé ce soir sur la 115. C'est pour un accident? Non, non, pas un accident. Parce qu'il était hispanique, qu'on était au Texas et que c'était un ouvrier agricole, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Ils ont cru qu'il délirait. Une lumière très forte nous a foncé dessus. Elle allait à 1000 km/h, ça faisait pouf. C'était quoi comme véhicule? Et je sais pas ce que c'était. Peu après l'appel de Pedro et Joe, le shérif et son adjoint se sont dit qu'ils auraient peut-être dû les prendre au sérieux. Parce que le même soir, une douzaine d'autres personnes leur ont rapporté des faits similaires. Elles aussi ont parlé de véhicules qui avaient été endommagés par des ovnis. Cette vague d'observation est baptisée la tempête d'ovnis de 1957. Le 2 novembre, la police de l'ouest du Texas reçoit des appels de témoins situés à 13 endroits différents. Parmi ces témoins se trouvent plusieurs officiers de police et un pompier. Cette même nuit, plusieurs personnes ont confirmé avoir vu un ovni à White Sands, au Nouveau-Mexique, à 500 km de là. En tout, plus de 118 observations seront enregistrées dans le sud-ouest des États-Unis pendant le mois de novembre. Un tiers de ces déclarations faisait état d'un véhicule tombé en panne. L'observation d'ovnis de Leveland a été suivie par des dizaines de cas similaires au cours de l'année 1957. Il faisait face à l'inexplicable. Il n'avait jamais rien vu de semblable. Il y a eu contact. C'était une attaque. Non loin de Livingstone, en Écosse, comme tous les matins, Robert Taylor fait sa ronde d'inspection dans le domaine dont il a la charge.
La forêt de Dechmont appartenait à un bailleur social et Robert Taylor était un des principaux gardes forestiers employés sur le domaine. Son rôle était de contrôler la forêt, de s'assurer par exemple que les clôtures étaient en bon état. Disons qu'il devait vérifier que tout était en ordre. Allez, pousse-toi, Bonnie. Robert Taylor était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il avait servi comme conducteur de char. Il avait participé à l'évacuation de Dunkerque et aux opérations du débarquement. Allez, Bonnie, sors. On se met au travail, allez. Robert Taylor emmenait généralement son chien avec lui pour ses rondes d'inspection. Le chien le suivait partout. Ils formaient une équipe. On dirait qu'on a de la visite, Bonnie. Ouvrons les yeux. Je pense qu'il connaissait le moindre recoin de cette forêt. Il s'y déplaçait les yeux fermés et c'était un employé très respecté. Robert poursuit son inspection à la recherche d'éventuels intrus et s'enfonce dans la forêt. Viens par ici, allez. Allez. Il a dû marcher près d'1 kilomètre dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe, Bonnie? À ce moment-là, son chien, qui était généralement très sage, est devenu comme fou. Il aboyait comme s'il se sentait menacé. Son chien a réagi à quelque chose. Tais-toi! T'as vu quelque chose? Y a quelqu'un? Léo? Il a continué d'avancer et s'est retrouvé dans une petite clairière. Léo? Quelque chose a attiré son attention. Mais ce n'était pas devant lui. C'était de l'autre côté de la clairière. En fait, c'était là sans être là. C'était une sorte de distorsion de l'air. Par moments, il voyait les arbres de l'autre côté, et à d'autres moments, il percevait une forme indéfinie qui cachait ces mêmes arbres. Ça ressemblait à des vapeurs d'air chaud qui vacillent, comme dans le désert. Et tout d'un coup, ce flou, cette distorsion a disparu. À la place, il a vu clairement un objet. Au nom de Dieu! C'était la première fois qu'il voyait une chose pareille. Robert Taylor a découvert un étrange visiteur dans la forêt de Dechmont. Mais ce n'est pas un visiteur comme les autres. À cet instant, Robert Taylor s'est dit « C'est la fin, cette chose va me tuer ». Robert Taylor, garde forestier, s'enfonce dans les bois avec son chien à la recherche d'un intrus. Qu'est-ce qui se passe, Bonnie? Mais quelques mètres plus loin, il voit apparaître un étrange objet sphérique. Au nom de Dieu! C'était un héros de la guerre, un vétéran militaire, un homme entraîné et très courageux. Au lieu de s'enfuir, il s'est approché pour mieux voir.
Il a fini par voir ce qui se trouvait devant lui. C'était une sorte de gros engin rond avec un anneau tout autour. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une grosse boule métallique avec des extensions qui formaient comme des pieds. Il a entendu des bruits étranges qui semblaient provenir de l'intérieur. C'était comme si on donnait des coups. Bouge pas, Bonnie, bouge pas! Après que l'objet a commencé à faire ses bruits, deux boules plus petites sont sorties de la sphère. Ces boules étaient couvertes de pointes métalliques. Il a dit que ça ressemblait à des mines de la Seconde Guerre mondiale. Il avait dû en voir beaucoup alors qu'il était soldat. Ces deux objets plus petits volaient vers lui à vive allure au ras du sol. Et lorsque les pointes touchaient le sol, elles faisaient un bruit sec. Il faisait face à l'inexplicable. Il n'avait jamais rien vu de semblable. Robert a essayé de courir, mais les deux petits objets se sont fixés à ses jambes. Leurs pointes s'enfonçaient dans le pantalon. Ces objets dégageaient une odeur nauséabonde, une odeur âcre, très puissante. Il a cru qu'il rejetait un gaz nocif. Non seulement ces objets se sont accrochés à son pantalon, mais ils l'ont tiré vers le vaisseau principal. La plupart des observations d'OVNI parlent de lumière dans le ciel, mais dans ce cas, il y a eu contact. C'était une attaque. C'est là qu'il a perdu connaissance. Plus tard, Robert Taylor a calculé qu'il était resté inconscient pendant environ 20 minutes. Et il suppose qu'il a passé ces 20 minutes à l'intérieur de l'engin. À son réveil, il a tenté de se lever, mais il titubait. Il était encore faible et désorienté. Il a regardé autour de lui. L'objet était parti. Mais en regardant le sol, il a vu des traces étranges, de deux sortes. Des trous ronds et des lignes horizontales. À l'évidence, quelque chose s'était posé là. Viens, Bonnie! Allez, viens! Robert Taylor a d'abord essayé de demander de l'aide. Il a voulu utiliser la radio de son véhicule. Mais quasiment aucun son ne sortait de sa bouche. Il avait beaucoup de mal à parler. Il suppose que ce problème d'élocution était un effet secondaire de la substance, du gaz toxique qu'il venait d'inhaler. La parole de Robert Taylor est difficile à mettre en doute. Robert Taylor est le témoin idéal dans ce genre d'affaires parce qu'il raconte les événements tels qu'ils se sont passés. C'est un homme à qui on fait facilement confiance, pas le genre à raconter des histoires. La police a mené l'enquête suite aux déclarations de Robert Taylor, considérant sa rencontre avec ces objets non identifiés comme une agression. L'analyse du pantalon a révélé la présence de trous dans le tissu, de bas en haut.
Cet élément confirme la version selon laquelle il aurait été attrapé par les jambes. Robert Taylor a pleinement recouvré l'usage de la parole en quelques heures. Et l'examen clinique n'a démontré aucune séquelle physique, si ce n'est des brûlures au niveau des hanches qui correspondent aux déchirures du pantalon. Les traces dans le sol étaient encore visibles lorsque la police s'est rendue sur les lieux. Mais les analyses réalisées sur les échantillons de terre n'ont pas permis d'en identifier l'origine. La médiatisation de cet événement a attiré des centaines de curieux, obligeant la police à interdire toute la zone au public. Dans un coin isolé du sud-est du Brésil, 3 hommes pénètrent illégalement dans une propriété privée pour pêcher. C'est bon. Il y a l'air d'y avoir personne. Chut, tais-toi. Ils jouent très gros. Joao Franco et son frère Galvao sont en effet policiers. Cette nuit, ils ne sont pas en service. Mais s'ils se font attraper, ils risquent d'être révoqués. Ils avaient conscience d'enfreindre la loi. Ils étaient très attentifs au moindre bruit suspect, à la moindre lumière. Osorio, le 3e homme, est un ami proche des 2 frères. C'était un terrain privé dans une zone agricole. La propriété comprend l'un des plus grands lacs de la région. Ils avaient mis les filets à l'eau la veille et ils revenaient 24 heures plus tard pour les sortir et récupérer leur prise. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il se fait tard, faut se manier, allez. Vite. Là-haut, regardez. Ils relevaient leur filet quand ils ont aperçu une petite lumière. C'est quoi? Ils ont pensé qu'il s'agissait de la lumière émise par la torche du gardien de la ferme. Pour les 2 policiers, c'est très mauvais signe. Tout à fait logiquement, ils ont eu peur d'avoir été repérés. Mais ce qu'ils voient ensuite défie toute logique. En quelques secondes, le point lumineux avait dépassé la cime des arbres. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ils voulaient s'enfuir. On se grouille, vite. Les 3 pêcheurs pensent être face à une terrible légende locale. Ces boules de lumière font partie d'un phénomène souvent observé dans cette région du Brésil. Les habitants l'ont surnommée la Mère de Dieu. D'où Jésus, c'est la Mère de Dieu. Pour certains, elle viendrait de l'espace. Pour d'autres, c'est une manifestation du diable. Ces drôles d'orbes lumineux apparaissent la nuit et ils projettent des rayons de lumière en direction des gens, qui sont en partie vidés de leur sang. Et ils sont aussi vidés de leur énergie vitale. Après s'être fait attaquer, ils ne récupèrent jamais toute leur vigueur. Ils ont cherché à se cacher au milieu de grands roseaux. Courez. 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 Osorio! Soudain, les choses prennent une tournure plus terrifiante encore. Seigneur! Osorio! Regarde! Regarde! Ils ont aperçu 3 autres boules de lumière.
Elle s'était désolidarisée de la première et venait dans leur direction. L'un d'entre eux était dans le lac. Il a essayé de se cacher en plongeant sous l'eau. Quand ils ont vu les boules de lumière s'approcher, ils ont pris peur. On se tire. À coup sûr, ils ont senti que leur vie était en danger. Quand deux policiers brésiliens et leur ami s'aventurent illégalement sur un lac pour pêcher, leur peur de se faire attraper s'évapore à la vue d'étranges boules lumineuses. Regarde! Regarde! On se tire. Ils ont été pris pour cible par ces objets. Les trois hommes connaissent bien la légende locale, qui veut que ces boules de lumière, surnommées la Mère de Dieu, ne s'apaisent qu'une fois repues de sang humain. Ils ont raconté que ces objets étaient comme des sondes qui examinaient des choses. Ils n'étaient pas là par hasard. Ces orbes de lumière s'approchaient de plus en plus. Les pêcheurs paniquaient. Brusquement, un faisceau lumineux s'est dirigé vers eux. La lumière les a touchés. Ils se sont dit que ces objets ne pouvaient pas venir de cette planète. À coup sûr, ils ont senti que leur vie était en danger. Les boules de lumière disparaissent subitement. Elles n'étaient plus là. Les pêcheurs ne craignaient qu'une chose, que les boules réapparaissent. Ils avaient les idées confuses. Tout ce qu'ils voulaient, c'était rentrer chez eux. Le moteur a refusé de démarrer. On est à sec? C'est impossible. Quand ils ont vu qu'ils ne pourraient pas rentrer, ils ont eu peur. Le problème, c'est que ces objets pouvaient réapparaître. Et ils étaient très loin de la ville. Il fallait qu'ils aillent chercher de l'essence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Encore sous le choc, Joao raconte aux paysans ce qu'ils viennent de vivre. L'homme leur a avoué avoir aussi été témoin de ce phénomène. Au Brésil, dans les zones rurales, la plupart de ceux qui ont vu ces sondes estiment avoir été observés. Merci. Rentrez chez vous, les amis, et soyez très prudents. Allez, allez. Il y a un élément très troublant dans cette affaire. Il n'est que minuit. Mais non, il est 4h30. Comment c'est possible? L'homme leur a appris qu'il était 4h30 du matin, alors qu'eux croyaient qu'il était à peine minuit. Ils étaient abasourdis de s'apercevoir que près de 4 heures s'étaient écoulées. Ils étaient incapables d'expliquer ce qui avait bien pu se passer pendant ce laps de temps. Les amis peuvent enfin fuir la région. En revanche, ils n'échappent pas à la malédiction de la Mère de Dieu. Les trois hommes ont été très traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Ils ont raconté que leur vie a été complètement bouleversée. Qu'après ça, ils ont eu plusieurs problèmes physiques et mentaux. Dans les semaines qui suivent l'incident,
Joao Franco perd ses poils sur le torse et sa peau se décolore au niveau du visage. Il est également victime de fortes fièvres et de troubles respiratoires, sans que les examens médicaux ne parviennent à établir le diagnostic. Étant donné qu'un aérodrome est situé à proximité du lac, certains estiment que les lumières étaient en fait celles d'un petit avion volant à basse altitude. Mais un pilote de la région réfute cette théorie. Il prétend avoir aperçu une mystérieuse boule de lumière au-dessus de la même zone, et ce à plusieurs reprises. Le faisceau de lumière l'a frappé en plein visage. Il était désorienté. Il a essayé de voir ce qui se passait et où il était. Yvan ? Dans une petite localité à une 60aine de kilomètres au nord-ouest de Montréal, Oh, merci Maurice. Maurice Guindon et sa femme partent rejoindre des amis pour dîner. Non, ça ne l'embête pas. Ok, bon. Yvan, leur fils, doit veiller sur la maison. Yvan Guindon avait 13 ans. C'est lui qui gardait ses deux petites sœurs. Son entourage le décrit comme un gentil garçon qui ne cherchait jamais les ennuis. Un ado responsable peu enclin à raconter des bêtises. Ses sœurs comptent bien lui rendre la tâche difficile. Je vous ai dit qu'il était tard. Allez vous coucher. « 20 minutes plus tard, les filles sont endormies. Dans la maison, tout est silencieux. Mais le répit est de courte durée. Soudain, peu après 23 heures, il y a eu un gros bruit. C'était une espèce de bourdonnement, comme le bruit d'un transformateur électrique. Très bizarre. Yvan ne sait pas ce que c'est, mais il est persuadé que ses sœurs sont derrière tout ça. La télé était peut-être restée allumée. Ce n'était pas ça. Le bruit provient bien de quelque part. Et Yvan n'est pas le seul à l'entendre. Dans le jardin, le chien aboyait de façon très inhabituelle. Le garçon remarque une lumière vive qui vient de la salle de bain. La pièce semblait être éclairée. Étant donné qu'il était responsable de ses sœurs cadettes, il a commencé un peu à s'inquiéter. C'est quoi ça? Yvan a peur de se retrouver face à un cambrioleur. Par la fenêtre, il a aperçu une lumière très vive. Mais il s'agit de bien plus que cela. Il a distingué un objet à moitié caché dans les arbres et qui planait à environ 5 mètres du sol. Il a entendu du bruit, comme si des branches se cassaient. L'objet semblait s'approcher de la maison. Et le jeune garçon a commencé à s'inquiéter sérieusement. Soudain, Yvan se sent faible et désorienté. Alors qu'il observait l'objet, il s'est mis à avoir la chair de poule, comme si l'objet avait une influence directe sur son corps.
Leur voulait-il du mal? Ils n'en savaient rien. Il ne voyait plus rien. Il était aveuglé. Dans une petite ville du Québec, un mystérieux objet lumineux s'approche de la maison d'Yvan Guindon. Ses sœurs ne se doutent de rien. L'objet avait une influence directe sur son corps. Yvan? Son état l'inquiétait, et la sécurité de ses sœurs aussi. Yvan? Diane! Denise, cachez-vous! Cachez-vous! Il a vu un rayon lumineux qui semblait être projeté depuis la partie inférieure de l'objet. Il avait l'impression que ce faisceau était à la recherche de quelque chose. Le faisceau de lumière l'a frappé en plein visage. Mes yeux! Il ne voyait plus rien. Il était aveuglé. Cet aveuglement était accompagné d'un violent mal de tête. Peu à peu, Yvan recouvre la vue. Il était désorienté. Il a essayé de voir ce qui se passait et où il était. De comprendre ce qui lui arrivait. Il lui a fallu quelques minutes pour retrouver ses esprits. L'objet était toujours là, mais il avait complètement changé d'apparence. Il était désormais enveloppé d'un voile lumineux, comme pris sous une cloche de lumière transparente. Il y avait comme un dôme au-dessus de l'objet. Peut-être que l'air était chargé électriquement, que l'objet dégageait un champ électromagnétique. C'est pour ça qu'Yvan a vu cette espèce de cloche scintillante. Cette manifestation électrique porte le nom de feu de Saint-Elme. Similaire aux éclairs, il s'agit d'un phénomène météorologique où l'air ionisé brille autour de la cime des arbres et autres objets pointus. La lueur était trop structurée autour de l'objet. Elle ne pouvait pas être purement naturelle. Et subitement, cette espèce de cloche a disparu. Et l'objet se prépare à s'envoler. Comme un moteur qui s'emballe. L'objet a disparu en une fraction de seconde. Le bruit fait penser à un avion, mais tous les autres éléments suggèrent qu'il s'agit d'autre chose. L'objet avait la forme d'une soucoupe et il planait très bas, ce dont les avions de l'époque étaient incapables. Yvan et ses deux sœurs sont terrifiés par ce qui vient de se produire. Non, c'était pas comme un avion. On aurait dit un disque volant géant. Je l'ai vu par la fenêtre, c'était comme... Quand les parents sont rentrés de leur dîner, ils ont trouvé leur fils très agité. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Ce qu'il venait de vivre l'avait clairement bouleversé. J'avais mal aux yeux, à la tête, tout me faisait mal. Pendant plusieurs jours après l'incident, Yvan est pris de violentes douleurs et a des rougeurs dans les yeux. Un comité québécois d'observation d'OVNI se penche sur la question.
D'après la description détaillée fournie par le jeune témoin et les dégâts inhabituels causés aux arbres, les enquêteurs en concluent qu'Ivan a vu autre chose qu'un appareil volant en rase-motte, du type hélicoptère. Certains n'accordent aucun crédit au dire du garçon, alors seul témoin oculaire de la scène. Mais dans les mois qui suivent, d'autres habitants de la région affirment eux aussi avoir vu des boules lumineuses. Un peu plus d'un an plus tard, le 18 décembre 1968, des personnes font état d'une rencontre quasiment identique dans une cour de récréation. Là encore, les témoins décrivent une soucoupe volante recouverte d'une étrange lumière, presque solide.